une architecture et du code traditionnellement écrit avec une architecture en grid a été remplacé par une architecture à base de GPU. Et voilà, si on regarde en termes d'espace ce que ça veut dire, voilà, je pense que c'est assez explicite. Sur la gauche, vous avez 3 cartes GPU et 3 blades traditionnels qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont nécessaires pour faire tourner ces cartes-là. Mais bon, on a une place relativement limitée. Et de l'autre côté, alors je ne sais plus combien il y en a, mais il doit en avoir pas loin d'une cinquantaine, d'une soixantaine de blades traditionnels avec des processeurs CPU avec 8 corps dedans. Donc en termes de place, on gagne beaucoup de place. En termes d'argent, de finances, on gagne aussi beaucoup. Finalement, ces cartes-là, typiquement une carte GPU de chez Nvidia coûte typiquement 12 000 $. Donc c'est pas très cher comme infrastructure. Et même si à l'unité c'est cher, finalement, vu qu'on en a un nombre relativement limité, en termes de coût, c'est aussi une équation qui fait toujours du sens. En termes d'énergie, puisque tout à l'heure on a dit que l'énergie c'était un bon challenge, une carte GPU consomme énormément d'énergie, c'est très gourmand en énergie et aussi en refroidissement, parce que comme vous avez pu le comprendre, c'est extrêmement intense. Par contre, comme on en a besoin de beaucoup moins, l'équation énergétique fait encore du sens. Donc finalement, on se rend compte que c'est peut-être quelque chose de vraiment intéressant pour faire du calcul. C'est nativement construit pour faire du calcul parallèle. C'est pas très cher finalement en unité. C'est assez petit. Et puis, si on compare à niveau de performance, nombre d'opérations, nombre d'exécutions qu'on peut faire en même temps par rapport à une architecture traditionnelle, finalement, ça consomme assez peu d'énergie. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde ne s'y met pas? Pourquoi est-ce que tout le monde ne se rue pas sur cette technologie aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, et je pense aussi que vous l'aurez compris, c'est que cette architecture est très spécifique et donc elle est utilisée pour résoudre des problèmes extrêmement spécifiques. Il faut que ce soit vraiment du calcul massivement parallèle. Il faut que vos algorithmes soient pensés pour tourner sur ces architectures. Et puis, le transfert de données est un vrai challenge. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le premier schéma, on est tout le temps en permanence en train de pousser des données à la carte GPU. Et il est assez compliqué finalement aujourd'hui de ne pas arriver à des situations où on a toute cette puissance de calcul qui est disponible, mais elle ne fait rien parce qu'on a du mal à pousser de la donnée au GPU. Donc, les problèmes sont assez spécifiques. Et puis aussi, comme l'architecture est particulière, la manière de penser les algorithmes est aussi assez particulière. On doit vraiment penser parallèle, on doit penser vectoriel, ce qui peut être un peu différent de la manière traditionnelle de penser les algorithmes que l'on fait tourner, sur des architectures CPU. Et puis aussi, il y a un aspect aussi qui est à prendre en compte, qui est tous ces algorithmes dont on parle depuis tout à l'heure dans le monde de la finance, ce sont finalement les éléments les plus critiques pour la banque d'investissement. Ce sont ceux qui possèdent toute la modélisation de tous les produits financiers qui sont tradés. Et on a souvent des legacy de code qui sont immenses. Il n'est pas rare d'avoir des dizaines de millions de lignes de code en C++ qui aujourd'hui sont optimisées pour tourner sur un certain type d'architecture, donc sur de l'architecture Intel, x86, Commodity, sur une architecture en grille. Et puis là, finalement, on est en train de dire, oui, d'un point de vue coût, ça a l'air assez intéressant, mais qu'est-ce que je fais avec tout ce legacy? Est-ce que je réécris tout? Est-ce que je passe mon temps à réécrire ce legacy ou est-ce que finalement je concentre mon effort sur optimiser ces modèles, construire le modèle d'après et supporter mon business? Donc il y a une vraie difficulté un vrai ticket d'entrée en fait dans cette technologie. Et puis le dernier point, c'est bien entendu l'aspect compétence. C'est une nouvelle manière de penser, un nouveau paradigme. Donc là aussi, ça prend du temps pour rentrer dans cette technologie. Donc comme vous le voyez, on a quelque chose qui est vraiment très spécifique et qui est très spécialisé finalement. Donc du coup, on peut se dire, c'est juste académique en fait. C'est une technologie qui est géniale. On peut faire des choses fantastiques, mais finalement, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est trop compliqué, ça coûte trop cher à implémenter. C'est pas vraiment intéressant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans la science, c'est une technologie qui a beaucoup d'intérêt, où les gens commencent à investir beaucoup. La raison pour laquelle les gens s'intéressent à ça, c'est parce que traditionnellement, la science n'a pas la même puissance de feu en termes financiers qu'une banque. Donc si vous voulez avoir accès à beaucoup de puissance de calcul, vous ne pouvez pas vous monter une grille de calcul avec 10 000 serveurs dedans. Les moyens ne sont pas là. Ici, on a une alternative qui est très intéressante avec une carte finalement qui coûte 12 000 $. On a déjà énormément de puissance de calcul.
Donc c'est un premier domaine d'application et qui est aussi intéressant puisque c'est un domaine, ça veut dire que des personnes dans la recherche vont s'intéresser à cela, qu'il va avoir des thèses, qu'on va vraiment avoir le niveau aussi de compétences qui va commencer à monter et qui va quelque part résoudre le problème d'avoir des compétences disponibles sur le marché pour programmer ce type de carte. Dans la finance, c'est déjà quelque chose que les gens... donc c'est une technologie, juste pour vous donner quelques chiffres, qui existe depuis à peu près 5 ou 6 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir aujourd'hui, c'est finalement assez ancien quelque part. Les exemples que je donne ici, donc BNP Paribas et Reuters, sont des exemples qui sont connus dans la presse, qui ont été publiés dans la presse. Donc il y a eu déjà des succès publiés et non publiés en fait, d'implémentation de GPU. Ce que l'on voit, nous, chez nos clients, sur ce sujet-là, c'est que finalement, l'adoption commence à arriver. Les gens se sont posés régulièrement la question ces dernières années. Et puis finalement, ça y est, les gens commencent à y aller, puisque l'équation que je vous présentais au début, qui était ça nous coûte vraiment trop cher en termes d'infrastructure, on commence à taper un seuil et les gens commencent à basculer vers ce genre de technologie. Et puis les usages commencent à être aussi plus clairs. Typiquement, quand on commence à implémenter un nouveau modèle, un nouvel algorithme, on le pense directement pour le GPU et on réserve souvent ce genre d'architecture pour des nouveaux problèmes, donc pour des nouvelles implémentations. Et puis aussi, on voit un autre type d'utilisation qui est une utilisation plus en mode toolbox, c'est-à-dire qu'on va avoir seulement certains calculs mathématiques très spécifiques qui sont déportés sur GPU. Alors bien sûr, on ne bénéficie pas de l'accélération générale, c'est-à-dire tout ne va pas beaucoup plus vite en termes d'algorithme, mais certains calculs mathématiques vont déjà plus vite en les poussant sur la carte GPU. Donc on a vraiment une architecture de plus en plus hybride, pas juste hybride au sens je pousse des données et le GPU fait tout, mais hybride au sens certains steps de mon algorithme tournent en CPU comme avant sur une grille, et puis à certains points critiques de mon algorithme, j'utilise le GPU. Si on regarde un peu si on prend un peu de recul par rapport à l'industrie des microprocesseurs, alors c'est une vision très simplifiée, mais il y a quelques années, la course était vraiment la course au processeur le plus rapide. Ça s'est transformé en course au processeur le plus multicore. Donc on est passé à comment est-ce qu'on peut rajouter le plus de corps possible sur un CPU. Et puis il y a eu différents drivers en fait pour l'évolution de cette industrie. La mobilité, qui est un gros driver et qui a poussé les constructeurs à faire des puces qui n'étaient pas forcément plus puissantes, pas forcément beaucoup plus de corps, mais qui consommaient beaucoup moins d'énergie. Typiquement les processeurs Atom d'Intel, mais aussi les processeurs ARM, qui sont des processeurs qui sont faits pour consommer très peu d'énergie, qui sont, je crois, dans 95% de tous les devices mobiles. Il y a toujours après une course aussi toujours à la fréquence la plus rapide, ça existe toujours, il y a toujours des applications qui ont besoin de puissance de calcul séquentielle. Et puis dans le domaine du high performance computing, eh bien, on a Nvidia qui est toujours là, qui propose donc un type d'architecture différent. On a Intel qui propose maintenant aujourd'hui également quelque chose d'équivalent avec ses GPU, mais aussi avec l'architecture qu'ils appellent MIC, qui est finalement une architecture x86 Intel traditionnelle, mais avec 500 corps sur une puce. Donc finalement, le même niveau de puissance de calcul quelque part qu'une carte Nvidia, mais par contre sur la même architecture, donc le même code. Donc comme vous voyez, beaucoup de drivers différents. Le monde de cette industrie est en train de changer beaucoup, et donc finalement, ça peut être aussi une bonne occasion d'investir dans cette technologie qui, aujourd'hui, commence à avoir de l'attraction et commence à vraiment atteindre un niveau de maturité. Et voilà, j'ai fini, je crois que j'ai même dépassé de quelques minutes. Merci, André. Est-ce que quelqu'un a une question? Je ne pense pas qu'on va avoir le temps d'en prendre des centaines. Allez, une première. Oui, bonjour. En termes de nouvelles technologies pour les calculs HPC, on parle aussi du FPGA comme concurrent possible du GPU, mais c'est une technologie qui est a priori plus disruptive par rapport à celle-ci. Quel est votre avis sur la question? Donc effectivement, la technologie FPGA, c'est une technologie qui avait été faite pour... en fait, c'est de la programmation de microcircuits. Et qui l'objectif est de finalement on a un hardware qui est pas cher du tout et pour lequel on va flasher un firmware spécifique et l'optimiser vraiment pour les calculs.
En fait, c'est le gros désavantage des FPGA par rapport au GPU, c'est que le temps pour mettre en place l'algorithme, le temps pour implémenter et pour également flasher les cartes est extrêmement lent. Et donc c'est quelque chose qui finalement freine un peu l'adoption et on voit pas trop d'adoption finalement. Il y a eu quelques exemples de succès dans l'industrie, mais c'est pas quelque chose auquel c'est pas un domaine dans lequel les banques ont beaucoup regardé, sur ce que j'ai pu voir de mon côté. Merci, on va être obligé de s'arrêter là malheureusement. La suite après la pause. Au menu, comment distinguer de différentes identités sur la track cloud et infra.